Au cœur de la cité des Ulysses, là où le béton des tours semble vouloir toucher un ciel gris d'asphalte, un enfant court avec une intensité qui dérange les autres gamins. Thierry n'est pas là pour s'amuser. Sous le regard inflexible de son père, Tony, le football est une science exacte, une quête de perfection qui ne tolère aucune approximation. Chaque contrôle manqué est une offense, chaque tir imprécis est une défaillance. Dans ce décor urbain, entre les parkings et les gymnases, Henri forge son armure. Il développe une vitesse de lévrier et une morphologie de pur sang. Mais c'est son esprit qui se muscle le plus. Il apprend la dureté du bitume et la froideur du résultat. Il construit ce pied droit chirurgical en répétant le même geste des milliers de fois, jusqu'à ce que le muscle n'ait plus besoin du cerveau. Le monde ordinaire des Ulysses est sa forge, une antichambre de béton où le futur king de Highbury a compris une vérité fondamentale. Le talent n'est que le point de départ. Le travail acharné est la seule destination. Pour Thierry, le football est déjà un métier, un art martial où la moindre erreur de placement se paie cash. Il est le loup solitaire des cités, celui qui ne sourit jamais après un but, parce qu'il pense déjà au prochain. L'appel à l'aventure retentit loin de la grisaille parisienne, sur le prestigieux rocher de Monaco. C'est ici qu'Henri rencontre son destin, sous les traits d'un jeune entraîneur visionnaire, Arsène Wenger. À Monaco, Thierry est une gazelle foudroyante, un ailier gauche capable de brûler n'importe quel défenseur sur ses premiers appuis. Le monde découvre une élégance rare, une manière de courir qui semble ne jamais toucher le sol. À 17 ans, il piétine déjà les certitudes des défenseurs de Ligue 1 avec une facilité qui confine à l'insolence. Il découvre la Ligue des Champions, l'odeur des grandes soirées européennes et la discipline d'un club qui veut régner. Wenger voit en lui ce que personne d'autre ne perçoit encore, un potentiel qui dépasse largement le simple débordement le long de la ligne de touche. C'est l'époque de l'insouciance dorée, défoulée légère sous le soleil de la Côte d'Azur. Il gagne le championnat, s'offre ses premières unes de journaux, mais il reste un ailier, un serviteur du collectif. Il est le prince héritier qui s'ignore, un diamant brut poli par le climat méditerranéen. Cependant, les sirènes de l'étranger commencent à chanter, et Thierry sent que son trône n'est pas sur ce rocher. L'appel de l'aventure est une promesse de gloire internationale, mais le chemin vers la royauté va d'abord passer par une impasse glaciale. Après le sacre mondial de 1998, où il termine meilleur buteur français, Henri tente le saut vers l'Olympe, la Juventus de Turin. Mais le Piémont n'est pas le rocher. À Turin, le brouillard n'est pas seulement météo, il est tactique. Dans le championnat le plus rigide du monde, on tente de brider son instinct de prédateur. On le force à défendre, on le confine dans un rôle de milieu latéral qui étouffe ses courses. C'est le refus de l'appel. Thierry ne se reconnaît plus. Il est un pur sang enfermé dans un box trop petit, un artiste à qui on demande de repeindre des murs en gris. Les critiques sont acerbes, les doutes s'installent. On dit qu'il n'est qu'un joueur de vitesse sans cerveau tactique. Il se sent seul dans les vestiaires de la vieille dame, incompris par un système qui privilégie le verrou au panache. Ce passage à Turin est sa traversée du désert, une épreuve nécessaire qui va forger sa rage de vaincre. Il réalise qu'il a besoin d'un architecte qui comprenne sa poésie cinétique. Il ne veut plus être un pion sur un échiquier, il veut être la pièce maîtresse. Ce refus n'est pas un échec, c'est une mue douloureuse. Le brouillard italien finit par se lever, révélant une destination inattendue, Londres. Le King est prêt à traverser la Manche pour aller chercher sa couronne. Le 3 août 1999, l'histoire du football anglais bascule. Arsène Wenger, devenu le maître à penser d'Arsenal, rapatrie son protégé pour un montant qui fait jaser la presse britannique. La rencontre à Highbury est un moment de pure cabale footballistique. Wenger a un plan qui semble fou à l'époque, transformer l'ailier en avant-centre. Henri est sceptique, presque effrayé. Il a peur de perdre sa vitesse s'il joue dos au but. Mais Wenger, avec son calme d'oracle, lui glisse cette phrase qui changera tout. Tu ne le sais pas encore, mais tu es un buteur. Dans l'enceinte mythique de Highbury, avec sa pelouse qui ressemble à un tapis de billard et ses tribunes si proches qu'on peut sentir l'haleine des supporters, Henri trouve son église. Wenger ne lui donne pas seulement des consignes, il lui offre une liberté totale, une confiance qui agit comme un sérum de super soldat. Sous le ciel bas de Londres, Henri commence son travail d'orfèvre. Il n'est plus seulement rapide, il devient cérébral. Il n'est plus seulement élégant, il devient létal. Il apprend à utiliser le hors-jeu comme une arme, à déclencher des appels qui déchirent les lignes. Le mentor a ouvert la cage et le lion s'apprête à dévorer la première ligue. La mue est terminée. Le King est né. Dans l'arène électrique de la Première Ligue, Thierry Henry ne se contente pas de jouer. Il invente une nouvelle esthétique du but. C'est le passage du seuil technique. Il crée ce qu'on appellera le style Henry.
Cette course chaloupée partant de l'aile gauche, ce repiquage intérieur qui fixe le défenseur et ce plat du pied ouvert, chirurgical, qui va chercher le petit filet opposé avec une insolence tranquille. Il n'est pas un numéro 9 classique, il est un meneur de jeu qui finit les actions. À Highbury, il devient une entité surnaturelle. Son but contre Manchester United en 2000, ce contrôle orienté en pivot suivi d'une volée lobée qui laisse Barthez de marbre, est son acte de naissance mondiale. À cet instant, il franchit le seuil de l'élite. Il devient l'icône d'un football cool et efficace, le visage de la French Connection à Londres. Il est plus anglais que les Anglais dans son engagement, mais conserve ce chic parisien, ce mépris superbe pour la difficulté qui fascine l'Angleterre. Il transforme chaque match en une démonstration de force tranquille. Les défenseurs adverses ne cherchent plus à l'arrêter, ils cherchent à limiter les dégâts. Henry a trouvé sa zone, un espace-temps où il est le seul maître du jeu. Le stade Emirates n'est pas encore construit, mais les plans sont déjà dessinés par ses pieds. Ses ennemis sont des géants. Le Manchester United de Sir Alex Ferguson, le Chelsea milliardaire de Mourinho. Mais en 2003-2004, Henry et sa bande de Gunners entrent dans une dimension interdite, celle des invincibles. 38 matchs, 0 défaite. Un exploit qui semble aujourd'hui appartenir à la mythologie. Thierry Henry ne survole pas seulement le championnat, il l'écrase sous son élégance. Il marque 30 buts, délivre des passes décisives comme on distribue des invitations pour un gala, et impose une domination psychologique totale sur ses adversaires. Chaque match est une épreuve de régularité absolue, où la moindre faiblesse pourrait briser le record. Henry est le général de cette armée de virtuoses, celui qui refuse de baisser la garde. Cependant, malgré cette hégémonie domestique, une ombre persiste, l'Europe. La Ligue des Champions reste une forteresse imprégnable. Les échecs répétés en quart ou en demi-finale agissent comme des piqûres de rappel. La gloire éternelle demande un sacrifice qu'il n'a pas encore consenti. Il apprend que pour être le plus grand, il faut parfois accepter de souffrir là où ça fait le plus mal. La perfection des invincibles cache une faille, un manque de trophées européens qui commence à hanter ses nuits de capitaine. Les ennemis changent, mais la quête du Graal devient une obsession. L'approche du sommet arrive en 2006. Arsenal, contre toute attente, se hisse en finale de la Ligue des Champions. Le décor est cinématographique. C'est au Stade de France, à quelques kilomètres des Ulysses, que Thierry doit boucler sa boucle. C'est le retour de l'enfant prodige dans son jardin d'enfance, chargé de l'espoir de tout le nord de Londres. Henry veut offrir ce trophée à Highbury, ce stade historique qui vit ses dernières heures avant la démolition. L'approche est électrique, chargée d'une tension qui coupe le souffle. Mais le destin aime les tragédies grecques. L'expulsion précoce du gardien Lehmann force Arsenal à jouer à 10 contre le monstre barcelonais. Henry se bat comme un lion blessé. Il a les occasions de tuer le match, mais la fatigue et la malchance s'en mêlent. La coupe s'envole dans les dernières minutes sous la pluie de Paris. C'est une déchirure immense, une blessure qui ne cicatrisera jamais tout à fait. Il réalise ce soir-là que son cycle londonien a atteint ses limites physiques. L'approche a été magnifique, mais le sommet s'est dérobé sous ses pieds au moment le plus crucial. Il doit prendre une décision qui va briser le cœur de millions de fans. Rester le roi éternel dans le club, ou partir pour obtenir cette reconnaissance qui lui manque. Le roi s'apprête à abdiquer pour aller conquérir une autre terre. En 2007, le choc est mondial. Thierry Henry rejoint le FC Barcelone. C'est le début de son épreuve suprême, celle de l'ego. Pour la première fois de sa carrière depuis ses débuts, il n'est plus le soleil autour duquel tout gravite. Il arrive dans une équipe de stars et doit se soumettre à la dictature tactique d'un jeune entraîneur nommé Pep Guardiola. On lui demande de jouer sur un côté, de courir pour les autres, de se sacrifier pour laisser la lumière à un jeune prodige nommé Lionel Messi. C'est une leçon d'humilité brutale pour l'idole d'Arsenal. Mais l'exigence des Ulysses reprend le dessus. Henry ne boude pas, il s'adapte. Il apprend une nouvelle manière de gagner, plus collective, plus robotique. En 2009, son abnégation est récompensée par le sextuplé historique. Il soulève enfin la Ligue des Champions à Rome, le visage marqué par le soulagement plus que par la joie. Il a prouvé qu'il pouvait être un rouage essentiel d'une machine de guerre après avoir été le moteur unique d'un empire. Sa quête de trophée majeur est achevée, il a tout gagné. Coupe du Monde, Euro, Championnat, Ligue des Champions. Pourtant, dans son regard, on sent que ses plus beaux souvenirs sont restés bloqués sous la pluie d'Islington. Il est un champion total, mais un roi exilé. La récompense prend la forme d'un exil doré, mais féroce, au New York Red Bulls. Dans la grosse pomme, Thierry Henry retrouve une paix qu'il avait perdue sur la pression européenne. Il devient l'ambassadeur de luxe d'un football en pleine explosion aux États-Unis. Mais ne vous y trompez pas, il n'est pas là pour les vacances. On le voit hurler sur ses jeunes coéquipiers qui ne font pas l'effort de placement, exigeant la même précision qu'Arsenal. Sa récompense, c'est la reconnaissance d'un nouveau public et la liberté de jouer sans le poids de l'histoire sur ses épaules.
Il marque des buts impossibles, des corners directs, des frappes lointaines, régalant l'Amérique de son va-va-voum. Il profite de la discrétion new-yorkaise pour se redécouvrir homme, loin des tabloïds anglais. C'est l'automne magnifique d'une carrière immense, une période où il commence à préparer sa transition. La récompense est celle d'un homme qui a accompli tout ce qu'il s'était promis, sur le bitume des Ulysses. Il a conquis l'Europe, il a maintenant séduit l'Amérique. Le King prépare sa sortie, mais le destin lui réserve un dernier rappel, un rappel que personne n'aurait osé écrire. Le chemin du retour est un conte de fées écrit pour la réalité. En janvier 2012, Henry revient à Arsenal pour un prêt symbolique de 2 mois. Le club souffre, l'idole revient aider. Pour son premier match de retour en coupe contre Leeds, le scénario est digne de Hollywood. Il entre en jeu sous une ovation qui fait vibrer les fondations de l'Emirates Stadium. Quelques minutes plus tard, sur une passe de Sang, le temps s'arrête. Il reçoit le ballon sur la gauche de la surface, contrôle, ouvre son pied. C'est le geste, son geste. Le ballon va mourir dans le petit filet opposé avec une précision chirurgicale. Le stade explose dans une joie qui confine à l'hystérie collective. Arsène Wenger sourit comme un père fier. Ce but est plus qu'une statistique, c'est une preuve d'amour éternel. Il boucle sa boucle personnelle, montrant que même après des années de séparation, le lien qui l'unit à ce club est indéchirable. Il repart quelques semaines plus tard, laissant derrière lui une dernière image de perfection. Le chemin du retour est achevé. Il ne doit plus rien à personne, et surtout pas à sa propre légende. La résurrection de Thierry Henry s'opère loin de la pelouse, mais tout près du jeu. Il devient entraîneur, puis consultant vedette pour les plus grandes chaînes mondiales. Sa résurrection est celle d'un intellectuel du football. On découvre un homme dont l'exigence n'a pas faibli d'un iota. Ses analyses sont des autopsies. Il décortique un appel de balle ou une erreur de placement avec une précision de scalpel. Il transmet sa détestation de la médiocrité et sa passion pour le détail qui tue. Son passage sur le banc de l'équipe de France Espoir montre un meneur d'hommes qui veut insuffler cette gang française parfois critiquée. Il devient le pont entre la gloire de 98 et la complexité du football ultramoderne des années 2020. Le joueur est physiquement retraité, mais l'expert est né, plus influent et respecté que jamais. Il ne marque plus de buts, mais il définit la manière dont on doit les comprendre. Sa résurrection est une victoire de l'esprit sur le temps qui passe. Il reste le maître de la parole, après avoir été le maître du geste. Thierry Henry laisse au monde l'élixir de la précision absolue et de l'exigence de soi. Il a prouvé que l'on pouvait être un prédateur impitoyable tout en restant un esthète de chaque instant. Il rejoint aujourd'hui le panthéon définitif de foot héritage éternel sous son titre le plus légitime, le roi. Son héritage est gravé dans le bronze devant l'Emirates, mais il palpite surtout dans chaque plat du pied ouvert exécuté par un gamin sur un terrain vague. Il reste le modèle indépassable de l'attaquant moderne, celui qui allie la vitesse du sprinter à la vision du designer. Le King a quitté son trône, mais son ombre plane pour l'éternité sur les pelouses de Première Ligue. La précision d'Henry était une arme de destruction massive. Mais pour comprendre comment cette rigueur s'est transformée en une puissance physique capable de briser n'importe quel obstacle, il faut remonter à la source. Pour découvrir l'homme qui a redéfini les limites du corps humain avant de devenir une légende immortelle, cliquez ici pour plonger dans l'histoire de Ronaldo Nazario, le phénomène de fer. L'histoire ne s'arrête jamais, elle change simplement de rythme. Foot héritage éternel, la quête de perfection continue.